Le silence était assourdissant dans l'auditorium de l'école primaire Saint-Vincent, seulement brisé par le frottement des chaises sur le vieux parquet. Au centre de la scène, le directeur, M. Dubois, ajustait ses lunettes sur son nez aquilin, un sourire mince et désagréable étiré sur ses lèvres. « Antoine, mon petit, ne nous faisons pas attendre, voulez-vous » Sa voix, habituellement mielleuse en public, résonnait d'une autorité glaciale, chaque mot pesant comme une pierre. Les yeux d'Antoine, un garçon d'à peine 9 ans balayant la pièce, son regard fuyant les visages curieux et moqueurs de ses camarades massés dans les premiers rangs. Ses mains s'agitaient légèrement, un mouvement à peine perceptible, trahissant une anxiété profonde et une tentative désespérée de contenir l'orage qui grondait en lui. Il sentait la pression des regards, le poids de l'attente perfide qui l'écrasait, et une chaleur suffocante montait le long de son cou. Monsieur Dubois désigna le piano à queue, un instrument majestueux et intimidant, posé au centre de la scène comme un trophée. « Allez, Antoine, fais-nous donc cette fameuse démonstration. » Le ton était sarcastique, imprégné d'une condescendance à peine voilée. L'air vibrait d'une tension palpable. Le chuchotement des élèves s'étant tu pour laisser place à une attente silencieuse, chargée de curiosité malsaine. Antoine serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans la chair de ses paumes. Chaque fibre de son être criait de fuir, de disparaître sous les planches, de s'évaporer comme la brume matinale. Il entendait le battement frénétique de son propre cœur résonner dans ses oreilles, un tambour de peur et de confusion. Ses yeux bleus, habituellement vifs et perçants, étaient voilés par une angoisse visible. Les pupilles d'Antoine fixèrent le piano, un objet grand et noir, dont la surface brillante reflétait les lumières du plafond comme autant de petits soleils aveuglants. Il perçut les nuances de bois, les reflets métalliques des pédales et le relief des touches d'ivoire et d'ébène. Chaque détail, habituellement une source de fascination, se transformait ce jour-là en une menace écrasante. Les voix des enfants dans la foule, bien que murmurées, lui parvenaient comme un bourdonnement assourdissant, amplifié par la résonance de la salle, et il avait l'impression que chaque son le transperçait. Sa bouche était sèche, une sensation de sable dans la gorge, et il dut faire un effort surhumain pour ne pas laisser échapper un son, une plainte. Le sol semblait trembler sous ses pieds. Le directeur, impatient, frappa doucement le micro, le son amplifié résonnant douloureusement dans les oreilles sensibles d'Antoine. « On n'a pas toute la journée, Antoine. Un petit effort, si vous voulez bien. » Ces mots, censés être un encouragement, étaient en réalité un aiguillon, une humiliation publique déguisée. Le visage de l'enfant était pâle, presque translucide, et ses lèvres tremblaient imperceptiblement. Ses petites mains, habituellement si agiles et précises dans leur rituel répétitif, étaient immobiles le long de son corps, hésitant à bouger, comme si chaque mouvement lui demandait un effort colossal. La honte et la colère montaient en lui, un mélange amer qui lui coupait le souffle, mais il ne savait comment l'exprimer. Il voulait juste que cela s'arrête. Un rire étouffé éclata dans l'assistance, suivi de quelques chuchotements méchants. Antoine sentit les larmes piquer ses yeux, mais il refusa de les laisser couler, campant sur ses positions, cherchant à se fondre dans le décor. Il détestait cette attention forcée, ce moment où il était la cible de tous les regards, de toutes les attentes et de toutes les railleries. Sa nuque était raide, son corps tendu comme une corde de violon. Il inspira profondément, l'air frais se transformant en une brûlure dans ses poumons. Il se sentait piégé, pris au piège d'une mise en scène cruelle, dont il ne comprenait pas entièrement le but, mais dont il ressentait l'intention malveillante. Le sol lui semblait instable. Le directeur, percevant l'hésitation d'Antoine comme une confirmation de ses propres préjugés, émit un soupir théâtral. « Voyons, Antoine, on vous attend. Ce n'est pas le moment de jouer les timides. » Son ton était empreint d'une fausse bienveillance, encore plus insupportable que l'hostilité ouverte. Antoine sentit une chaleur intense monter à son visage. Ses yeux s'attardèrent sur un point invisible au-delà du public, cherchant un refuge, une échappatoire à cette humiliation. La lumière des projecteurs semblait l'aveugler, accentuant son malaise. Il était seul face à tous, et le poids de cette solitude était presque insupportable. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais son corps refusait de coopérer, figé par la peur et la confusion qui l'envahissaient. Antoine, ce matin-là, portait un vieux pull en laine grise, dont les mailles rêches irritaient sa peau sensible sous les aisselles. Le col roulé lui serrait la gorge, une sensation désagréable qu'il tentait d'ignorer
en tirant discrètement sur le tissu. Son jean, un peu trop court, laissait entrevoir des chaussettes dépareillées, l'une bleu marine, l'autre rayée vert et blanc, un détail qu'il était le seul à remarquer. Ses cheveux châtains, coupés courts mais légèrement ébouriffés, encadraient un visage fin où des taches de rousseur se dispersaient sur son nez et ses joues. Ses gestes étaient souvent répétitifs. Un léger hochement de tête, une main qui effleurait constamment son oreille gauche, des mouvements doux et rituels qui lui apportaient une forme de réconfort et de stabilité dans un monde souvent chaotique. Son regard, d'un bleu profond et lumineux, était rarement fixé sur une personne. Il préférait observer les motifs du carrelage, les reflets de lumière sur les objets ou les mouvements imperceptibles des mouches sur le plafond. Ses yeux, d'une acuité exceptionnelle, captèrent des détails que personne d'autre ne voyait. La petite fissure dans le mur, la poussière dans un rayon de soleil ou la variation subtile dans la couleur d'une feuille d'arbre. C'était une façon de se protéger, de filtrer un monde trop stimulant, trop bruyant, trop imprévisible. Ses pensées, elles, couraient à 100 à l'heure, comme des torrents d'idées qui se superposaient, s'organisaient en arborescence logique, sans jamais s'arrêter. Antoine pensait en images, en sons, en sensations. Pour lui, les chiffres avaient des couleurs, les notes de musique des textures et les mots des saveurs distinctes. Cette synesthésie était sa boussole, son langage secret. Quand quelqu'un parlait, il n'entendait pas seulement les mots, mais aussi la mélodie de la voix, les hésitations, les non-dits qui résonnaient comme des dissonances. Il percevait le monde dans une profusion de détails qui, pour la plupart des gens, restaient invisibles ou inaudibles. Cela rendait les conversations complexes, car il devait constamment filtrer l'information, démêler ce qui était pertinent de ce qui ne l'était pas, et traduire ses propres perceptions en un langage compréhensible pour les autres. La posture d'Antoine était souvent un peu courbée, comme s'il cherchait à se faire plus petit, à disparaître dans le paysage. Ses épaules légèrement rentrées, ses bras souvent croisés sur sa poitrine, il formait une carapace protectrice contre les agressions sensorielles et émotionnelles du monde extérieur. Il se sentait souvent comme un étranger sur sa propre planète, observant les comportements des autres avec une curiosité détachée, essayant de décoder les règles implicites des interactions sociales qui lui échappaient si souvent. Le simple fait de maintenir un contact visuel prolongé était une épreuve, une intrusion dans son espace intime, provoquant un pic d'anxiété qui le submergeait instantanément. À l'intérieur de sa tête, les mélodies prenaient forme sans effort, des symphonies complexes s'orchestraient sans qu'il n'ait jamais eu besoin d'apprendre le solfège. Chaque bruit du quotidien, le clapotis de la pluie, le bourdonnement d'un moteur, le rire d'un enfant, se transformait en une note, une harmonie, une texture sonore qui s'ajoutait à la partition mentale qu'il composait constamment. C'était un monde intérieur riche, vibrant, où il pouvait se réfugier quand le monde extérieur devenait trop oppressant. C'était son sanctuaire, son jardin secret où sa logique implacable et sa sensibilité exacerbée pouvaient s'exprimer librement, sans jugement, sans incompréhension, sans la peur constante d'être submergé. Il vivait avec une conscience aiguë de chaque sensation. La texture du tissu de ses vêtements, la pression du sol sous ses pieds, l'odeur du désinfectant dans les couloirs de l'école. Ces informations que d'autres filtraient sans y prêter attention lui parvenaient avec une intensité décuplée, parfois agréable, souvent épuisante. Cela expliquait ses réactions inattendues, ses évitements, ses tentatives de fuir certaines situations ou certains environnements qu'il trouvait intolérables. Ses rituels, comme ranger ses crayons dans un ordre précis ou manger toujours les mêmes aliments à la même heure, étaient des ancres dans ce flot d'informations, des points de repère pour maintenir un semblant de contrôle et de prévisibilité dans son quotidien imprévisible. L'école primaire Georges Brassens, une bâtisse austère en briques rouges du début du XXe siècle, se dressait fièrement au cœur d'un quartier populaire de la banlieue parisienne. Ses cours de récréation, bétonnés et dépouillés d'arbres, résonnaient des cris d'enfants, un chaos sonore qui était une torture pour les oreilles sensibles d'Antoine. Les salles de classe étaient impersonnelles, avec leurs murs jaunis par le temps et leurs tableaux noirs écaillés. Le mobilier scolaire, robuste et usé, témoignait des générations d'élèves qui s'y étaient succédés. C'était une école où la discipline primait, où les programmes étaient suivis à la lettre et où l'on attendait des enfants qu'ils s'adaptent à un moule unique, sans déroger aux règles établies,
quelles que soient leurs particularités. Madame Morel, l'institutrice de CM1 d'Antoine, était une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux tirés en chignon et au regard fatigué. Elle appliquait les méthodes pédagogiques avec une rigueur inébranlable, peu encline à l'innovation ou à l'adaptation. Pour elle, Antoine était un cas difficile, un enfant dans sa bulle, dont les singularités étaient perçues comme des obstacles à son intégration plutôt que des facettes de sa personnalité. Elle le réprimandait souvent pour son manque d'attention en classe, sans comprendre que son esprit était souvent ailleurs, explorant des concepts que le programme scolaire ne touchait même pas, ou se perdant dans la richesse de son monde intérieur, bien plus stimulant que les leçons de grammaire. Monsieur Dubois, le directeur, incarnait l'autorité inébranlable de l'institution. Un homme élancé à la calvitie naissante, il prônait une éducation stricte, basée sur le respect des règles et la conformité. Il considérait l'autisme d'Antoine comme une faiblesse à corriger, un comportement à normaliser, plutôt qu'une neurodiversité à comprendre et à accompagner. Ses interactions avec Antoine étaient souvent teintées d'une impatience palpable, ses remarques étant des rappels constants à l'ordre, à la discipline. Il voyait l'enfant comme une anomalie, un grain de sable dans la mécanique bien huilée de son établissement. Et il était déterminé à le faire rentrer dans les rangs, quitte à employer des méthodes discutables. À la maison, l'atmosphère était différente, mais non moins complexe. Ses parents, ouvriers dans une usine de la région, étaient dépassés par les défis que présentait l'éducation d'Antoine. Ils l'aimaient profondément, mais manquaient cruellement de ressources, d'informations et de soutien pour comprendre et accompagner au mieux les besoins spécifiques de leur fils. Les reproches de l'école, les rendez-vous avec les psychologues et les rapports souvent négatifs sur le comportement d'Antoine avaient érodé leur confiance en eux et les avaient plongés dans une forme d'impuissance. Ils faisaient de leur mieux, avec leurs moyens limités, naviguant à vue dans un océan d'incompréhension et de fatigue, tentant tant bien que mal de préserver la paix familiale. Le quartier lui-même, avec ses immeubles en briques et ses petits commerces, était un microcosme de tension sociale et de solidarité. Les voisins se connaissaient, les enfants jouaient ensemble dans la rue, mais Antoine restait souvent en marge de ces interactions. Les autres enfants le regardaient avec une curiosité parfois bienveillante, parfois moqueuse, ne comprenant pas ses silences prolongés, ses rituels répétitifs ou son besoin de solitude. Il était l'original de la bande, celui que l'on taquinait sans méchanceté, mais avec une insistance qui le blessait profondément. Le banc public devant l'immeuble, où les plus âgés discutaient des heures, était un lieu qu'il évitait, car les voix multiples et les rires perçants lui étaient insupportables. Les interactions au sein de l'école étaient des micro-agressions quotidiennes pour Antoine. Les moqueries des camarades dans la cour de récréation, les soupirs exaspérés de Madame Morel lorsqu'il ne répondait pas à une question, ou les regards insistants du directeur lors des assemblées générales. Ces moments, anodins pour la plupart, étaient pour lui des chocs violents, des rappels constants de sa différence, de son incapacité à se conformer aux attentes du monde qui l'entourait. Le système éducatif conçu pour la moyenne le broyait, ne lui offrant ni l'espace ni la compréhension nécessaire pour que son génie puisse s'épanouir, le reléguant au rang de problème à résoudre plutôt que de potentiel à cultiver. Dès la maternelle, les premiers signes du talent singulier d'Antoine étaient apparus, discrets d'abord, puis de plus en plus évidents. Lors d'une activité de groupe où les enfants devaient reproduire des motifs complexes avec des bâtonnets colorés, alors que ses camarades peinaient à suivre les instructions, Antoine avait recréé le modèle à la perfection en un temps record, avant de se lancer dans la création de formes géométriques inédites, d'une symétrie étonnante. Sa logique visuelle était implacable, son esprit percevant instantanément les structures et les relations spatiales que les autres mettaient des heures à démêler. L'institutrice, habituée aux erreurs, avait d'abord cru à un hasard puis à une reproduction involontaire, sans y prêter plus d'attention, pensant qu'il avait peut-être juste eu de la chance. Plus tard, en CP, lors des cours de mathématiques, alors que les enfants apprenaient les additions et les soustractions de base, Antoine résolvait mentalement des problèmes complexes de multiplication ou de division à plusieurs chiffres, griffonnant des équations compliquées sur des coins de feuilles, des calculs qui dépassaient largement le programme. Il avait développé ses propres méthodes, des raccourcis logiques qu'il ne parvenait pas à expliquer clairement car ils étaient intuitifs pour lui.
Quand Madame Dubois, son enseignante, le questionnait, il répondait juste le résultat, sans pouvoir décrire le processus, ce qui la laissait perplexe et la poussait à croire qu'il trichait ou qu'il avait mémorisé par cœur sans comprendre le fondement des opérations, le qualifiant d'enfant surdoué mais désorganisé. Sa mémoire était une bibliothèque vivante. Il pouvait réciter des passages entiers de livres lus une seule fois, se souvenir de dates historiques précises ou restituer des conversations mot pour mot, même celles qu'il avait entendues des mois auparavant. Cette capacité, souvent utile en classe, était cependant perçue comme de l'obsession ou du mimétisme par certains enseignants. Il se rappelait de chaque détail d'un événement, de la couleur des vêtements des personnes présentes aux intonations de leur voix, ce qui rendait son témoignage extrêmement précis, mais parfois jugé trop détaillé ou inventé, car personne d'autre ne se souvenait de ces mêmes informations insignifiantes. On lui demandait souvent de ne pas s'inventer des histoires. Sa sensibilité musicale était un autre talent précoce. Dès l'âge de 3 ans, il était capable de reconnaître n'importe quelle note jouée sur un piano, un violon ou une flûte, et de la nommer avec une précision absolue, même si personne ne lui avait enseigné le solfège. À la maison, il écoutait en boucle des symphonies classiques, vibrant à chaque nuance, chaque crescendo, chaque silence. Il pouvait distinguer les instruments individuels dans un orchestre symphonique, identifier les contre-chants et les harmonies complexes. Ses parents, bien que fiers, mettaient cette capacité sur le compte d'une bonne oreille, sans imaginer la profondeur de son don, le considérant comme un simple divertissement plutôt qu'une compétence extraordinaire. Un jour, en classe d'éveil musical, la maîtresse avait fait écouter une mélodie simple et demandé aux enfants de la reproduire sur des xylophones. Antoine, après une seule écoute, avait non seulement joué la mélodie sans faute, mais l'avait spontanément enrichie de contre-mélodies et d'accords harmoniques complexes, transformant une comptine enfantine en une composition sophistiquée. La maîtresse, déconcertée par cette performance inattendue, avait attribué son succès à un coup de chance ou à une simple bonne mémoire auditive, ne voyant pas au-delà des critères d'évaluation standards. Elle avait ensuite ignoré sa tentative de reproduire une autre pièce plus complexe, la jugeant trop difficile pour son âge, et l'avait priée de s'en tenir aux exercices prescrits. Ces manifestations de génie, loin d'être reconnues comme des atouts, étaient souvent minimisées, voire déformées. Ses capacités logiques étaient considérées comme de la rigidité, sa mémoire phénoménale comme de l'entêtement, et sa sensibilité musicale comme une simple fascination passagère. Les adultes autour de lui, prisonniers de leur propre cadre de référence et de leurs préjugés sur l'autisme, ne parvenaient pas à voir la profondeur de son potentiel. Ils interprétaient ses forces comme des faiblesses, ses particularités comme des déficits, et son génie restait ainsi enfoui sous une couche d'incompréhension et d'ignorance, étouffé par un système incapable de reconnaître et de valoriser sa différence. L'isolement d'Antoine était une chape de plomb qui le suivait partout, une solitude pesante qu'il portait comme un vêtement trop lourd. Dans la cour de récréation, il s'asseyait souvent seul sur un banc, observant les autres enfants jouer au football ou courir après les billes, sans jamais oser s'approcher ou proposer de se joindre à eux. Les rires et les cris de ses camarades, si joyeux pour d'autres, résonnaient dans ses oreilles comme un vacarme insupportable, le poussant à se replier davantage. Il se sentait invisible et, paradoxalement, constamment observé comme un spécimen étrange. Cette dualité le rongeait, alimentant une douleur sourde au creux de son estomac, une sensation lancinante qu'il ne parvenait pas à nommer. En classe, il se protégeait derrière un mur de silence. Quand une question lui était posée, il hésitait, incapable de formuler une réponse satisfaisante, même s'il connaissait la solution. La peur de la moquerie, de l'incompréhension ou du jugement le paralysait. Il préférait se taire, se fondre dans le fond de la pièce, quitte à être ignoré ou considéré comme moins intelligent. Son cahier de brouillon devenait son seul confident, un espace où il dessinait des figures géométriques complexes, des partitions musicales inventées ou des algorithmes abstraits qui occupaient son esprit et lui permettaient de s'échapper mentalement, loin des attentes et des pressions de l'environnement scolaire qui l'oppressait. Le contraste entre l'immensité de son intelligence et le rejet qu'il subissait était criant. Son esprit était un univers en expansion constante, capable de saisir des concepts complexes, de tisser des liens entre des informations disparates et de créer des mélodies d'une beauté inouïe,
Pourtant, le monde extérieur ne voyait que ses particularités, ses silences, son regard fuyant, ses mouvements répétitifs. On le réduisait à un diagnostic, à une liste de symptômes, sans jamais percevoir la richesse de sa pensée, la profondeur de ses émotions ou la virtuosité de son esprit. Cette dichotomie était une source de frustration immense pour lui, une prison invisible qui l'enfermait dans l'incompréhension. Les tensions croissaient, particulièrement avec M. Dubois. Le directeur voyait dans le silence d'Antoine non pas une difficulté à communiquer, mais une forme de défi, un manque de respect envers l'autorité. Chaque hésitation, chaque évitement du regard était interprété comme de l'insolence ou de l'entêtement. Il était agacé par ce qu'il percevait comme un comportement anormal, une déviance qui perturbait l'ordre établi. Le fossé entre l'adulte et l'enfant se creusait, chaque interaction devenant une occasion de renforcer les préjugés du directeur et d'accentuer le sentiment d'aliénation d'Antoine, le poussant toujours plus loin dans son repli sur soi, une spirale de malentendus et d'incompréhension réciproque qui semblait sans fin. Antoine, bien que blessé, ne se plaignait jamais. Il intériorisait la douleur, la transformant en une énergie silencieuse, une résilience invisible. Il avait appris à encaisser les coups, à se blinder contre les moqueries et les jugements. Sa dignité, il la puisait dans son monde intérieur, dans la certitude de sa propre valeur, même si personne d'autre ne la reconnaissait. Il n'avait pas besoin de la validation des autres pour exister. Sa musique, ses calculs, ses pensées, c'était là que résidait sa véritable force, son sanctuaire inviolable, le lieu où il pouvait être pleinement lui-même, loin des regards curieux et des jugements hâtifs. Son cœur, bien que meurtri, continuait de battre, porteur d'un espoir secret. Ce matin-là, la tension dans l'auditorium était palpable, et M. Dubois décida de passer à l'attaque. « Antoine, puisque vous semblez si peu concerné par nos leçons de musique, peut-être qu'une petite démonstration publique vous rappellera à l'ordre. » Sa voix, imprégnée d'un mélange de fausse bienveillance et d'une autorité glaciale, résonnait dans la pièce. Antoine sentit tous les regards se poser sur lui, lourds et insistants. Un frisson parcourut son échine. Il savait que c'était un piège, une tentative de le mettre mal à l'aise, de le ridiculiser devant tous ses camarades et les quelques professeurs présents. Sa respiration devint rapide et saccadée, chaque souffle lui brûlant les poumons, une alarme silencieuse résonnant dans sa poitrine. Le directeur, sans attendre de réponse, fit un geste de la main vers le piano. « Allez, Antoine, montez sur scène. Montrez-nous ce que vous savez faire, ou plutôt, ce que vous ne savez pas faire, semble-t-il. » Quelques rires étouffés fusèrent de l'assistance, amplifiant la sensation d'humiliation. Antoine serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans la chair de ses paumes. Ses yeux bleus, habituellement vifs et perçants, étaient voilés par une angoisse visible. Il sentait la chaleur monter à son visage, une vague de honte et de colère. Chaque pas vers la scène était un calvaire, comme s'il gravissait une montagne invisible, le poids du monde sur ses petites épaules. Arrivé au pied du piano, Antoine hésita. Le directeur le pressa. « N'ayez crainte, Antoine, c'est juste un petit exercice. Pas la peine de paniquer. » Le ton de Dubois était à la fois condescendant et moqueur, délibérément conçu pour provoquer la gêne et l'échec. La voix du directeur, tel un poison, se répandait dans l'air, et Antoine sentait la pression des regards, le poids de l'attente perfide qui l'écrasait. Ses mains s'agitaient légèrement, un mouvement à peine perceptible, trahissant une anxiété profonde et une tentative désespérée de contenir l'orage qui grondait en lui. Il voulait s'enfuir, mais il était piégé, tel un oiseau dans une cage dorée. Un camarade, Lucas, chuchota « Il va sûrement faire n'importe quoi, il est trop bizarre ». Ce commentaire, bien qu'à peine audible, frappa Antoine comme un coup de poing. Sa tête, habituellement légère, lui sembla soudain peser des tonnes. Il sentait les larmes piquer ses yeux, mais il refusa de les laisser couler, campant sur ses positions, cherchant à se fondre dans le décor. La lumière des projecteurs semblait l'aveugler, accentuant son malaise. Le sol semblait trembler sous ses pieds. Il était seul face à tous et le poids de cette solitude était presque insupportable. Une solitude qui le suivait partout, une chape de plomb qui l'enfermait dans une bulle de silence. M. Dubois s'approcha du piano, un sourire cruel sur le visage. « Alors, Antoine, la musique, c'est comme les mathématiques, ça demande de la rigueur. On n'invente pas des notes. » Il fit un clin d'œil complice à l'assistance, qui ria de nouveau. C'était le point bas de l'histoire.
le moment où l'humiliation atteignait son paroxysme, où la dignité d'Antoine était bafouée sans vergogne. L'air vibrait d'une tension palpable. Le chuchotement des élèves s'étant tu pour laisser place à une attente silencieuse, chargée de curiosité malsaine, une humiliation publique déguisée, une tentative de le mettre mal à l'aise, de le ridiculiser devant tous ses camarades et les quelques professeurs présents. Antoine regarda ses mains tremblantes. Il inspira profondément, l'air frais se transformant en une brûlure dans ses poumons. Une image de son père, travaillant sans relâche à l'usine, traversa son esprit. Il se rappela une phrase que sa mère lui répétait souvent. « Antoine, tu as ta propre lumière. Laisse-la briller. » Ces mots simples, prononcés avec tant d'amour, résonnèrent en lui, offrant une lueur d'espoir dans l'obscurité de l'humiliation. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette tentative d'abaissement le définir. Il devait trouver une force insoupçonnée, une étincelle de courage pour défier les attentes et prouver sa valeur. Antoine posa ses mains sur les touches du piano. Un silence absolu s'installa dans la salle, si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Loin de la maladresse attendue, il inspira profondément, puis ses doigts, d'une agilité inattendue, se mirent à courir sur le clavier. La première note, un do dièse cristallin, résonna avec une clarté parfaite, suivie d'une cascade d'accords. La mélodie qui jaillit était une sonate de Chopin, complexe et exigeante, qu'il exécutait avec une virtuosité et une émotion sidérantes. Chaque note était précise, chaque nuance respectée, chaque phrase musicale s'envolait avec une grâce et une puissance que personne n'aurait pu anticiper d'un enfant de son âge. Le piano, qui semblait si intimidant il y a un instant, devint une extension de son âme, un langage dans lequel il s'exprimait avec une fluidité déconcertante. Les visages dans l'assistance se figèrent. Les chuchotements cessèrent brusquement, remplacés par un silence de stupéfaction. Monsieur Dubois, qui s'attendait à un cafouillage, à une série de notes désaccordées, resta bouche bée. Ses yeux s'écarquillèrent. Son sourire condescendant s'effaça pour laisser place à une expression de choc et d'incrédulité. Il ne comprenait pas comment ce garçon, qu'il avait toujours vu comme un problème, un cas sans avenir, pouvait produire une telle musique, avec une telle maîtrise. La mélodie remplissait l'espace, une onde sonore pure et vibrante qui touchait les cœurs et les esprits, forçant chacun à reconsidérer ce qu'il croyait savoir. L'enfant qu'il avait cherché à humilier se transformait en maestro sous leurs yeux. Antoine, quant à lui, était absorbé par sa musique. Ses yeux, habituellement fuyants, étaient fixés sur les touches, mais d'une manière différente, comme s'il voyait la musique elle-même, la structure invisible des harmonies. Ses doigts dansaient sur le clavier, rapides et précis, obéissant à une logique interne que lui seul comprenait. Il ne jouait pas seulement les notes, il les interprétait, les faisait vivre, leur insufflant une âme et une profondeur émotionnelle que même un musicien expérimenté aurait eu du mal à égaler. Ses mouvements étaient tout fluides, naturels, dénués de toute hésitation. Il était dans sa bulle, oui, mais une bulle de génie, de concentration absolue, où rien d'autre n'existait que la mélodie qui s'épanouissait sous ses doigts. La musique montait en puissance, les accords se complexifiaient, les arpèges s'envolaient comme des volées d'oiseaux. C'était une performance transcendante, une révélation inattendue. Les élèves, qui quelques instants plus tôt se moquaient, étaient désormais captivés. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres avaient le souffle coupé. Ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire, d'un talent pur et brut qui défiait toutes leurs attentes. La salle était remplie d'une tension nouvelle, non pas de malaise, mais d'une admiration silencieuse, d'une reconnaissance tacite du don exceptionnel de cet enfant qu'ils avaient aussi souvent ignoré ou malmené. La beauté de la musique transformait l'atmosphère. Alors que la sonate approchait de sa fin, les notes devenaient plus douces, plus mélancoliques, puis s'éteignirent dans un dernier accord suspendu. Le silence revint, mais cette fois, il n'était plus oppressant. Il était chargé d'émerveillement, de respect et d'une prise de conscience collective. Antoine, le cas difficile, le bizarre, venait de parler avec la seule voix qui lui était vraiment naturelle. La musique. Il n'avait pas prononcé un mot, mais il avait dit l'essentiel, défiant toutes les attentes, subvertissant tous les préjugés. Le piano, qui devait être l'instrument de son humiliation, était devenu celui de sa révélation.
un pont entre son monde intérieur et le monde extérieur qu'il avait si longtemps ignoré. Le silence qui suivit la dernière note fut lourd, chargé d'une émotion palpable. Personne n'osait bouger, rompre l'enchantement. Les visages, quelques instants plus tôt emplis de curiosité moqueuse ou d'indifférence, étaient désormais pétrifiés par la stupéfaction. On pouvait observer des micro-expressions, des sourcils levés, des bouches légèrement entr'ouvertes, des regards qui se cherchaient comme pour vérifier que ce qu'ils venaient d'entendre était bien réel. La surprise était mêlée à une forme de gêne, car chacun réalisait l'ampleur de son erreur de jugement, la grossière sous-estimation du potentiel d'Antoine. Le souffle coupé, les élèves et les adultes digéraient ce qu'ils avaient vécu. Monsieur Dubois était le plus affecté. Son visage pâle portait les marques du choc. Ses yeux, d'ordinaire si perçants et autoritaires, étaient débrouillés par une sorte de stupeur. Il avait ouvert la bouche plusieurs fois, comme pour prononcer un mot, mais aucun son n'en était sorti. Ses mains tremblaient légèrement posées sur le pupitre devant lui. Il sentait la chaleur monter à son cou, une honte sourde commençant à le gagner. L'humiliation qu'il avait voulu infliger à Antoine s'était retournée contre lui, le frappant de plein fouet, le laissant nu et démasqué face à sa propre cruauté et à son ignorance crasse, une situation qu'il n'avait absolument pas anticipée. Dans les rangs des élèves, une onde de reconnaissance silencieuse traversa l'assemblée. Les chuchotements moqueurs avaient disparu. Certains, comme Lucas, qui avait osé une remarque désobligeante, avaient baissé les yeux, visiblement mal à l'aise, voire rougis de confusion. D'autres, les plus jeunes, regardaient Antoine avec des yeux ronds, emplis d'une admiration pure et sans artifice. Ils ne comprenaient peut-être pas la complexité de la pièce, mais ils saisissaient la beauté, la puissance, la magie de ce qui venait de se produire. Ils avaient vu leurs camarades, souvent invisibles, s'élever au-dessus de tout, défiant les attentes, se transformant en un virtuose sous leurs yeux. Les quelques autres professeurs présents, figés par l'étonnement, commençaient eux aussi à se regarder, puis à regarder Antoine d'un œil nouveau. Leurs expressions de fatigue ou d'indifférence habituelles avaient cédé la place à une curiosité respectueuse. Ils revoyaient mentalement les interactions passées avec l'enfant, les fois où ils l'avaient ignoré, réprimandé ou simplement relégué au second plan. Une prise de conscience collective commençait à germer. Ils avaient devant eux un talent exceptionnel, une richesse insoupçonnée, et ils l'avaient manqué, enfermés dans leur propre catégorie, leur propre méthode, leurs propres préjugés, sans jamais chercher à comprendre réellement la complexité de cet être. Alors que le silence s'étirait, Antoine, les yeux toujours fixés sur le clavier, finit par lever la tête. Son regard balaya l'assemblée, sans émotion apparente, comme s'il observait une scène à laquelle il n'appartenait pas vraiment. Il ne cherchait ni l'approbation ni l'applaudissement. Son geste était simple, silencieux, mais d'une dignité inouïe. Il avait juste joué. Son art avait parlé pour lui, avec une éloquence qui dépassait tous les mots. Il s'était révélé non pas pour impressionner, mais pour exister, pour affirmer sa place dans le monde, défiant la mesquinerie de ceux qui avaient cherché à l'humilier. La perception de tous avait irrévocablement changé. Monsieur Dubois, témoin de cette scène, sentit une vague de gêne et de remords le submerger. Il toussa, s'éclaircit la gorge et tenta de retrouver sa contenance. Son attitude rigide et hautaine s'était effritée, laissant place à une expression de confusion, presque de vulnérabilité. Il se rendit compte, dans un éclair de lucidité, de la cruauté de son intention initiale et de la magnificence de ce qu'il venait de manquer. Il esquissa un mouvement comme pour s'excuser, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Il était face à la grandeur d'un enfant qu'il avait délibérément sous-estimé, et le poids de son erreur était écrasant. Il venait d'assister à une leçon d'humilité inoubliable. Les élèves, toujours silencieux et attentifs, observèrent la scène avec une nouvelle intensité. Le regard de Lucas, le camarade moqueur, était désormais teinté d'une gêne manifeste, mais aussi d'une pointe d'admiration. Il avait assisté à la subversion totale de ses propres préjugés. Le respect naissait de l'émerveillement, et une nouvelle perception d'Antoine commençait à s'installer dans l'esprit de tous. L'enfant bizarre n'était plus, remplacé par un jeune prodige. La reconnaissance n'était pas unanime, mais elle était là, présente, semant les graines d'un changement profond dans la dynamique de la classe et dans la perception de la singularité d'Antoine. Le directeur, lui, restait figé. En rentrant chez lui après la classe,
Le silence d'Antoine était différent, plus dense, teinté d'une mélancolie douce. Le trajet à pied, habituellement une suite de stimulations désagréables, le bruit des voitures, les conversations fragmentées des passants, l'odeur du goudron, étaient aujourd'hui baignés d'une étrange quiétude. Les mélodies jouées sur le piano flottaient encore dans son esprit, se superposant au bruit de la ville, créant une symphonie intérieure complexe et apaisante. Il revivait chaque note, chaque accord, non pas comme un souvenir, mais comme une sensation physique, une vibration qui le parcourait, lui rappelant la puissance de son expression, la justesse de son geste. Le poids de la solitude était toujours là, mais allégé. Arrivé à la maison, ses parents l'attendaient avec leur inquiétude habituelle. Le père d'Antoine, M. Martin, demanda d'une voix fatiguée « Alors, ça s'est passé comment à l'école, cette histoire de piano ?» Il n'y avait pas d'agressivité dans sa question, juste une lassitude résignée. La mère d'Antoine, Madame Martin, s'approcha posant une main douce sur l'épaule de son fils. Elle remarqua l'absence de tension habituelle dans son corps, la façon dont ses épaules étaient légèrement moins rentrées. Antoine ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur un point invisible. Il n'était pas encore prêt à traduire en mots ce qu'il avait vécu, la révélation de son génie et l'humiliation qui l'avait précédé, car c'était trop complexe. Il se dirigea vers sa chambre, un espace modeste mais son refuge, et s'assit sur son lit. Ses parents échangèrent un regard perplexe, mais décidèrent de ne pas insister, respectant le besoin de leur fils de se retirer dans son monde. Antoine sortit un petit carnet de son sac à dos, un carnet où il dessinait des motifs abstraits et griffonnait parfois des notes de musique. Il traça des lignes complexes, des courbes qui évoquaient les mélodies qu'il venait de jouer, une façon de prolonger l'expérience, de la graver dans la matière. Ses doigts suivaient le chemin de l'encre, un mouvement précis et apaisant qui lui permettait de canaliser le flot d'émotions qu'il ne parvenait pas à exprimer verbalement. Sa mère vint le rejoindre un peu plus tard, s'asseyant doucement à côté de lui sur le lit. « Antoine, tu as l'air différent ce soir. » Elle ne le pressa pas, lui laissant le temps, l'espace. Le silence s'installa entre eux, un silence confortable, empli d'amour inconditionnel. Antoine leva enfin les yeux vers elle. Il ne sourit pas, mais son regard était clair, moins voilé par l'anxiété habituelle. La musique, maman. Sa voix était un murmure presque inaudible, mais il y avait une clarté nouvelle dans ses yeux. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Sa mère comprit que quelque chose d'important s'était passé, quelque chose qui avait touché son âme en profondeur, transformant sa perception du monde. Elle le serra doucement dans ses bras, un geste rare mais puissant. Antoine, habituellement réticent au contact physique, ne se déroba pas, se laissant envelopper par la chaleur de cet amour. C'était un moment de vulnérabilité et de connexion intime, une parenthèse où la douleur passée s'estompait pour laisser place à un apaisement profond. La conversation, sans mots, était plus significative que n'importe quelle explication. Sa mère ressentait la fragilité de son enfant, mais aussi la force insoupçonnée qui l'habitait. Elle comprenait que la musique était pour lui bien plus qu'une passion. C'était sa voix, son moyen d'exister, de communiquer l'immensité de son monde intérieur. Ce soir-là, Antoine s'endormit avec les mélodies de Chopin flottant dans son esprit, une douce symphonie qui berçait son sommeil. La journée avait été éprouvante, mais elle avait été aussi un point de bascule. Le poids de l'humiliation s'était transformé en légèreté, la douleur en une forme de dignité retrouvée. Il n'était plus seulement l'enfant autiste incompris, mais aussi le jeune virtuose, le compositeur silencieux. Une nouvelle aube se levait pour lui, une aube fragile, certes, mais pleine de promesses. Il avait montré au monde une facette de lui-même qu'il avait longtemps gardée secrète, et cette révélation l'avait libéré, au moins en partie, du fardeau de l'invisibilité et de la mécompréhension. Le lendemain, à l'école, l'atmosphère autour d'Antoine avait subtilement changé. Les regards des camarades, habituellement emplis de curiosité ou de dédain, étaient désormais teints d'une sorte de respect, voire d'une timide admiration. Dans la cour de récréation, certains chuchotaient en le désignant du menton, non plus avec moquerie, mais avec une curiosité nouvelle mêlée d'une fascination discrète. Lucas, le camarade qui l'avait raillé la veille, s'approcha timidement de lui pendant la récréation. Il ne dit rien, mais lui tendit une bille en verre coloré, un geste de réconciliation muet, une offre d'amitié inattendue qui symbolisait une première tentative de connexion. Antoine la prit, sans sourire, mais sans la refuser. Un signe subtil,
que le message était passé. En classe, Madame Morel, l'institutrice, avait modifié son approche. Son ton était plus doux, moins réactif. Quand Antoine se repliait dans son monde, elle ne le réprimandait plus, mais lui laissait de l'espace, lui proposant parfois des activités alternatives qui pouvaient capter son intérêt, comme des puzzles logiques ou des écouteurs pour écouter de la musique discrètement. Elle avait commencé à chercher des informations sur l'autisme et la surdouance, tentant de comprendre ce qu'elle avait si longtemps ignoré. Ses cahiers, auparavant remplis de remarques négatives, commençaient à se parer de notes plus bienveillantes, témoignant d'une reconnaissance progressive de son potentiel et de ses efforts pour s'adapter. La communauté scolaire commençait à murmurer. Les parents, informés par leurs enfants de la performance d'Antoine, s'interrogeaient sur leurs propres préjugés. Certains ont commencé à s'informer sur la neurodiversité, à remettre en question les stéréotypes. Des discussions s'engageaient dans la salle des professeurs sur l'importance de l'inclusion, sur la nécessité d'adapter l'enseignement aux besoins de chaque enfant plutôt que de forcer chacun à rentrer dans un moule unique. Les premières graines d'une transformation collective étaient semées, un lent processus de changement de mentalité qui promettait une école plus ouverte, plus tolérante, plus attentive aux singularités de chacun, reconnaissant la richesse de la diversité. Des ajustements structurels, bien que mineurs au début, commençaient à être mis en place. Un petit coin calme avait été aménagé dans la bibliothèque, un espace où Antoine et d'autres enfants sensibles pouvaient se retirer en cas de surcharge sensorielle. Des initiatives pour sensibiliser les élèves à la neurodiversité étaient envisagées, avec des ateliers et des discussions animées par des professionnels. Ce n'était pas une révolution du jour au lendemain, mais de petits pas, des gestes symboliques qui témoignaient d'une volonté d'évolution, d'une prise de conscience que l'école ne pouvait plus ignorer la complexité et la richesse de chaque esprit, même et surtout ceux qui se manifestaient différemment. La musique d'Antoine avait brisé le silence de l'indifférence et des préjugés. Sa performance n'avait pas seulement révélé un talent, elle avait ouvert les yeux et les cœurs, forçant l'environnement à se regarder en face, à remettre en question ses propres certitudes. Le chemin restait long, mais les fondations d'un changement durable étaient posées. L'école, autrefois un lieu d'exclusion, commençait timidement à devenir un espace d'apprentissage mutuel où les différences n'étaient plus des obstacles, mais des sources d'enrichissement. Antoine, sans un mot, avait initié une petite révolution, non par la force, mais par la pureté de son art, par la simple et éclatante démonstration de son génie. Antoine, quelques semaines après l'incident, marchait d'un pas plus assuré dans les couloirs de l'école. Les chuchotements avaient laissé place à des regards plus respectueux, parfois timides, parfois même curieux, mais jamais plus moqueurs. Il continuait de se plonger dans ses propres pensées, ses rituels apaisants, mais l'ombre de la solitude qui pesait sur lui s'était légèrement dissipée. Il portait toujours son pull un peu rêche, ses chaussettes dépareillées, mais ses particularités n'étaient plus des marques de sa différence à cacher, mais plutôt des signes de son identité, acceptée, voire même discrètement admirée par certains de ses camarades. Son monde intérieur restait riche, mais le monde extérieur commençait enfin à lui ressembler un peu plus. Monsieur Dubois, bien qu'il ne s'excuserait jamais ouvertement, avait changé. Ses remarques en assemblée étaient devenues plus mesurées, ses discours plus axés sur l'inclusion et la valorisation des talents uniques de chaque enfant. Il ne regardait plus Antoine avec ce mélange d'agacement et de pitié, mais avec une sorte de respect maladroit. Le piano dans l'auditorium n'était plus un instrument de torture, mais un symbole de réconciliation, un rappel permanent du moment où ses préjugés avaient volé en éclats. La lutte contre les stéréotypes était loin d'être terminée, mais la brèche était ouverte, et le directeur, à sa manière, commençait à y travailler. La communauté scolaire, elle aussi, avait entamé une lente transformation. Les conversations sur la neurodiversité s'intensifiaient. Les enseignants cherchaient des formations, des parents s'organisaient pour créer des groupes de soutien. La performance d'Antoine avait été un catalyseur, une étincelle qui avait allumé une flamme de curiosité et d'empathie. L'école Georges Brassens, autrefois un bastion de la conformité, évoluait petit à petit vers un lieu où la différence n'était plus perçue comme un fardeau, mais comme une richesse, une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. C'était un lent chemin, parfois difficile, mais la direction était clairement établie. Antoine continuait son chemin, son propre chemin.
Il n'était pas devenu subitement populaire ou guéri de ses particularités. La surcharge sensorielle était toujours présente. Les défis de la communication restaient une réalité quotidienne. Mais il avait gagné quelque chose d'inestimable, la reconnaissance de sa valeur, le respect pour son génie. Il avait trouvé une voie, une manière d'exister pleinement, sans avoir besoin de se conformer. Son regard, souvent perdu dans les détails du monde, s'illuminait d'une lueur nouvelle, celle de la confiance en soi, de la dignité retrouvée, un phare dans l'obscurité. Un après-midi, alors qu'il quittait l'école, Antoine passa devant le piano dans l'auditorium. Il s'arrêta un instant, effleura les touches d'un doigt léger, sans jouer une seule note. Puis, il releva la tête, son regard se posant sur la scène vide. Un léger sourire imperceptible apparut sur ses lèvres, un sourire secret teinté de satisfaction et de sérénité. La musique était en lui, et il savait désormais que personne ne pourrait plus jamais lui prendre cette voix. La lutte pour la compréhension et l'acceptation continuerait, mais quelque chose de fondamental avait changé. Une porte était entr'ouverte, et derrière elle, un avenir où son génie pourrait enfin s'épanouir, libre et éclatant.